Bonjour Bertrand, très content de t'accueillir aujourd'hui, ici à Chouzé-sur-Loire, dans cette belle petite province, euh, pour une petite interview et des questions qui sont un petit peu en suspens. J'aimerais bien que tu répondes à ces questions. Par là même, j'aimerais remercier quand même, je vais en parler maintenant, Pierre, Pierre Mathieu, qui a la gentillesse de nous faire cette petite interview en images et en son. Donc j'aimerais le remercier. Voilà. Écoute, la première question que j'aimerais te poser, j'aimerais te parler des cours que tu as donnés avec monsieur, que tu as pris dans un premier temps avec monsieur Dante Agostini et que tu as donné, donc du coup, quand tu as habité Nantes. J'aimerais que tu me parles de ça. Oui, tout d'abord, bonjour. C'est vrai que c'est une histoire tout à fait étonnante. Moi, j'étais en cours avec Dante Agostini. Je suis arrivé à Paris, dès l'âge de 16 ans. J'ai été en cours, j'ai travaillé beaucoup avec Dante Agostini, avec cette classe magique dans laquelle il y avait aussi d'autres gens. Et puis, leur venue, d'année en année, Dante Agostini a défini le fameux SESMA, les études supérieures pour les méthodes Agostini. Involontairement, on l'avait passé avec lui. On avait le niveau, on l'avait passé. Ce n'est qu'une fois qu'on a passé ce niveau-là qu'il a défini ce niveau et qu'il a défini cet examen quelque temps avant de partir, je crois, justement. Et de là, à un moment, Dante m'a dit, tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est que je sais qu'à Paris, tu fais des choses à droite à gauche, mais tu fais pas vraiment ce qui te plaît. Si tu pouvais rentrer dans ta ville, Nantes, puisque j'habitais Nantes, enfin, je suis originaire de Nantes, j'habitais plus Nantes depuis longtemps, mais je suis originaire de Nantes, et rentrer dans ta ville, moi je t'appuie, tu prends mon nom comme tu veux, les méthodes Dante Agostini, tu fais la pub que tu veux, et tu montes la première école décentralisée. J'ai monté cette première école décentralisée, je devais avoir 22, 23, non, 23, 24. C'était quelque temps après que je sois sorti d'accompagner Stivell, Gilles Servat, Glenmore, le mouvement breton, quoi. Et justement, ça a été un moment charnière où les Trianes m'ont demandé de rentrer avec eux. Et je les aimais bien, je n'avais rien contre eux, mais je savais que je voulais écrire ma musique aussi, prendre du temps pour écrire ma musique. Et par le biais de la pédagogie, c'était assez intéressant d'avoir un recul nécessaire pour pouvoir prendre un autre chemin. Et donc, je me suis dit, pendant un temps, je vais monter cette école. J'ai monté cette école que j'ai tenue pendant 7 ans, d'une manière très assidue, très sérieuse. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré des gens comme toi, hein, Yo-Yo. Oui. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai passé la main, tout simplement, comme l'on dit. Hein. C'est-à-dire j'ai arrêté parce que je voulais reprendre la route, reprendre ma vie de musicien et, si possible, essayer de défendre ma musique que j'avais menée un petit peu à maturité dans ma tête. Moi, j'ai quelques méthodes signées de ton nom, entre autres, et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu de ces méthodes. Ah, c'est bien que tu me dis ça, parce que moi, j'ai jamais eu l'idée d'appeler ça des méthodes. La première chose que j'ai écrite, c'est, quand j'avais 18 ans, je crois, 18 ans, j'étais avec Gilles Servat à l'époque, et puis Philips, la marque de disques Philips, oui, me demande de faire un disque avec déjà un disque que j'avais déjà enregistré, moi, en solo, de faire un autre 45 tours en solo, en prenant les morceaux les plus grand public, entre guillemets, et en rajoutant tous les temps à la grosse caisse. Ce qui ne m'amusait pas du tout. Mais bon, j'avais 18 ans, je me suis dit, ça sera une expérience, je verrai bien où ça va me mener. Donc je l'ai fait, j'ai enregistré ça, j'étais avec un pianiste qui, lui, à l'époque, était chez Sardou. Alors, c'était très marrant parce que lui était chez Sardou, moi j'étais chez Gilles Servat, donc c'était deux mondes qui
qui logiquement ne pouvaient pas se rencontrer, mais on s'est rencontrés quand même. Voilà. Et il m'éclatait du reste parce qu'à Paris, il roulait avec une voiture américaine dans les années 70. Déjà, Paris était déjà surencombré, hein, c'était très marrant. C'était d'une discrétion à toute épreuve, mais ça m'amusait. Et donc, on a enregistré ce 45 tours qui a très bien marché. Donc j'ai fait un recording tout le temps à la grosse caisse et tout ça. Et en fin de compte, je m'appelais sur le 45 tours Mister Bertrand et je devais Mister Bertrand, ben voilà. Et donc Philips a fabriqué Mister Bertrand, hein, comme on fabrique un produit. C'est ça qui est terrible, en fait. Et le 45 tours a très bien marché. Il s'est vendu à des milliers d'exemplaires tout de suite. Donc, forcément, Philips, au bout de 6 mois, même un truc comme ça, m'ont dit, bon ben voilà, on va faire le numéro 2 maintenant. Et j'ai dit, ah, non, là, je suis pas votre homme, esthétiquement, musicalement, ce que vous m'avez fait faire une fois, c'est bien une fois, mais je continue pas sur cette lancée. Ils étaient un petit peu vexés, et c'est de là qu'ils ont appelé Céron, qui lui s'est proposé, et qui lui a fait ce fameux style disco et tout ça. Et je suis très heureux que ce ne soit pas moi qui défende ce genre de musique ou ce genre de démarche que je n'apprécie guère, quoi. Voilà. Et que je n'apprécie guère et qui n'était pas mon chemin. C'est pas ma route. C'était pas ce que je voulais faire. Suite à ça, j'ai gagné pas mal d'argent au niveau des droits, parce qu'à l'époque, on gagnait de l'argent avec les droits de SACEM. Et ces droits de SACEM, j'ai sorti toutes les partitions du premier 33 tours qui s'appelait Délire et Utopie. Je voulais t'en parler. Voilà. Qui s'appelait Délire et Utopie. Et j'ai sorti toutes les partitions manuscrites que j'avais écrites moi à la main. C'était amusant, mais totalement illisible, mais ça fait rien. J'étais content, je me prenais pour un compositeur, enfin voilà, quoi. Et donc, donc j'ai sorti ces partitions-là et j'ai financé le bouquin parce que, quelque part, pour moi, les droits d'auteur de Mister Bertrand, c'était de l'argent sale, quoi. C'était quelque chose qui me convenait pas. Ça me convenait pas. Donc, j'avais besoin de le faire basculer et de le rendre plus positif. Donc, j'ai sorti les partitions. Alors, ce sont les partitions de compos pour batterie. Il y avait déjà cette idée de batterie mélodique, d'essayer de défendre la batterie mélodique. Alors, c'est pas vraiment une méthode, ce sont des partitions, des morceaux joués. Et puis après, il y a les éditions Alphonse Leduc, qui était la maison d'édition à l'époque, dans les années 80, je crois, 80, 90, je me souviens plus trop, qui me demande qui crée une collection et à qui je dis, mais moi, j'ai constaté en enseignant, comme ça, les 4 ou 5 premières années où j'avais enseigné, qu'au niveau du solfège, on n'avait pas vraiment un outil adapté au fait d'apprendre le solfège. J'avais noté les réactions des élèves, des plus jeunes, des adolescents, ou même des adultes, qui étaient différentes, et trouver une synthèse de tout ça. Et j'ai écrit un bouquin de solfège rythmique, quoi, hein, que j'appelais La musique par les rythmes. Et donc, ce bouquin a très, très bien marché parce que justement, je l'avais expérimenté avec des élèves et donc, quelque part, je l'avais écrit avec des élèves. À la manière Dante Agostini. À la manière de Dante Agostini qui a tout écrit avec ses élèves. Voilà. Hein, donc on avait une méthode justement pour accéder au rythme parce que la musique, c'est d'abord le rythme. Hein. La musique en kit comme ça veut rien dire. Je le dis plein de fois. Hein. Bon, très bien. Mais si on fait et tout de suite, ça danse, quoi. Il se passe quelque chose. Voilà. Donc le rythme est essentiel dans la musique. Hein. C'est un sujet, notre rencontre en fin de compte, par le biais de la confrérie des caisses, qui était énorme, évidemment, voilà, dont un concert mémorable à Beaulieu-les-Loches, en 91, mémorable.
confrérie des Caisses à Loches. Oui, c'était une belle et grande aventure. Alors, la confrérie des Caisses, c'est une géométrie variable entre 20 et 100 batteurs. Et ça, c'était assez intéressant. Que je sache, ça se faisait pas. C'était même bien avant les tambours du Bronx, après, qui, eux, sont devenus riches et célèbres. Et donc... j'ai écrit une partition en pensant qu'elle était toujours modifiable. D'ailleurs, je pense qu'on verra quelques déclinaisons avec des enfants, avec des adultes, en spectacle ou d'une manière plus intime. Il y avait plein de formules et c'était toujours la même articulation, la même partition qui s'articulait là-dedans, il y avait toutes mes influences de musique indienne, hein, tagineatom, ta, donc et de musique africaine. Africaine. Alors beaucoup africaine, bien sûr, mais aussi musique indienne que j'africanisais un petit peu. Et puis, grâce à ça, on s'est rencontrés plus étroitement, parce que là, t'es rentré dans la confrérie des Caisses, et on a fait quelques spectacles et un disque, avec des sonneurs bretons, avec un couple de sonneurs bretons, oui. Voilà, Cornemuse et Bombarde. Et justement, on pouvait adapter parce qu'il y avait des espaces d'improvisation et on l'avait fait avec des guitaristes en Touraine, là. Et des fois, on le faisait qu'avec des percussionnistes, des fois du monde entier, hein, des Africains, des Indiens, et puis, quelquefois, on le faisait juste entre nous. L'articulation, c'était en fonction du budget, quoi. Hein, donc, mais il nous est arrivé quand même de le faire à 100 batteurs. Il y avait même un défilé sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées, absolument. Je n'ai pas pu participer à l'époque. Oui. Et voilà, c'est ça. C'était dans la série Glenn Gould et compagnie. Et il y a eu un espace, une immense car, une remorque ou qui s'articulait, qui descendait toute seule, très doucement, et on pouvait jouer tout en descendant les Champs-Élysées. Voilà. Et on a fait toute la partition. D'une Coupe du Monde. Ah ouais, voilà, c'était des moments, et puis bon, à chaque fois, il y avait des éléments nouveaux, on pratiquait beaucoup, hein, comme tu le sais. Parce que bien sûr, ça tombe pas du ciel comme ça, jusqu'au moment où tout le monde possédait la partition par cœur et naturellement, quoi. Oui, hein. Oui. Ce qui est bien dans la musique, je pense que c'est très important de connaître la musique par cœur, parce que comme ça, on la donne par cœur, avec le cœur, quoi. On la donne avec le cœur. Hein. Oui, on la donne naturellement, voilà. Et donc la confrérie des Caisses, c'était une aventure justement à la fois sophistiquée et à la fois naturelle. Et puis c'était une belle aventure humaine. Oula, oui. Oh que oui. Très belle aventure humaine. L'occasion d'une rencontre. Oui. Et de rencontres. Oui, et de plein de rencontres, oui, bien sûr. J'aimerais aussi parler d'un autre sujet où on connaît peut-être moins tes talents, c'est tes peintures en fait. Parce que tu es peintre aussi. Alors tu sais, la peinture, la littérature et la musique, pour moi, c'est trois axes qui ont eu qui m'ont servi à raconter une histoire à chaque fois, qui m'ont nourri. Alors on va commencer par la peinture. La peinture, c'est très simple. Enfant, à la maternelle, j'ai dessiné, comme tout le monde. Sauf qu'après, j'ai gardé mes crayons de couleur, j'ai gardé des cahiers et j'ai continué à dessiner. Comme tout le monde ou pas comme tout le monde, je ne sais pas. Et puis, un beau jour, voilà, j'ai eu 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. Et là, j'ai commencé à avoir l'envie d'autre chose. Donc, j'avais un ami qui était prof aux Beaux-Arts, avec qui, de temps en temps, je venais travailler avec lui, comme ça, sur les ombres. J'avais envie de comprendre les ombres, la matière et tout ça. Et puis, comme je dis souvent, après bien des années crayon, je me suis jeté à l'huile. Et j'ai fait de la peinture à l'huile, et puis après la peinture à l'huile, j'ai pris de l'acrylique, hein, et puis après, j'ai fait des collages, et après, je n'ai pas eu peur de faire n'importe quoi, parce que
et je dis bien n'importe quoi avec bonheur, c'est-à-dire me laisser surprendre par ce que je faisais même, sans direction, sans vouloir représenter une bouteille, un homme, une femme ou un arbre. Non, comme ça, sans réfléchir. Et de là est sorti quelques petites choses, et de là je me suis dit, je vais utiliser une forme, un mouvement perpétuel, un mouvement universel. Donc je suis tombé sur le rond, bien sûr. Le rond, après j'ai trouvé intéressant que le rond ne soit jamais fermé. Et ce rond jamais fermé, il est devenu une espèce de neuf qui est répété à l'infini. Et dans mon premier livre de peinture qui est sorti, qui s'appelle La lumière du noir et blanc, parce que c'est uniquement en noir et blanc, avec des bouts de couleur bien sûr, mais une forte majorité de noir et blanc, ou de blanc et noir. Et Claude Nougaro, qui m'a écrit la première face du bouquin, paix à son âme, disait de moi, Bertrand, il fait des neufs pour sortir de l'œuf. Voilà. Donc voilà, j'ai assumé encore mieux cette espèce de neuf pour sortir de l'œuf. Et je continue. Et j'ai un nouveau livre qui va sortir à la fin de cette année 2021. Voilà, qui s'appelle La tentation du neuf, justement. Avec le jeu de mots du neuf. Est-ce que c'est le neuf le nouveau ou est-ce que c'est neuf le chiffre? Voilà. Il me semble avoir vu, pour revenir juste un instant aux peintures, des extraits sur YouTube. Tu as travaillé, je crois, avec une artiste où tu faisais, toi, ton show batterie. Et oui, pendant ce temps-là, alors j'ai pratiqué aussi pas mal avec une artiste que j'aime bien en tant qu'artiste, qui s'appelle Valérie Buffetot, et qui, elle, faisait des performances de peinture, voilà. Et moi, je l'accompagnais. Mais ça, c'était intéressant, parce qu'on a fait une fois quelques prestations en Italie, mais qui étaient, bon, ben voilà, on y va, et puis on verra bien ce qui va se passer. Et puis après, on s'est dit, il faudrait quand même réfléchir un petit peu plus, un peu mieux. Moi, notamment, plutôt que de jouer tout le temps, voilà, essayer d'avoir des espaces de respiration, de choses comme ça. Et on a fait la dernière prestation en décembre 2018. Et là, j'étais très, très content de cette dernière prestation. Dernière prestation parce que à partir de janvier, enfin pour ceux qui ne le savent pas encore, janvier 2019, c'est-à-dire toute l'année 2019, je l'ai passé totalement à l'hôpital puisque j'ai eu successivement 3 opérations du cœur, plus un AVC. Donc... ça met des barrières. Donc, ça met quelques barrières physiques, voilà. J'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu par rapport à l'écriture. Alors, j'allais y venir, parce que là encore, Nougaro est coupable pour l'écriture. Voilà. C'est-à-dire, là, j'arrive à Paris, j'ai 17 ans, je suis un petit peu seul à Paris, enfin, je connais pas mal de copains musiciens, mais je connais... rien d'autre dans notre univers. Un soir, je vais écouter des copains dans un club de jazz. Et puis, il y a une poignée de vieux mecs, puisque moi, j'ai 19 ans, donc dès qu'on a passé 30 ou 40 ans, ils sont tous vieux pour moi, on va sans dire. Normal, hein. Et là, je repère un type qui me plaît bien, comme ça, dans son discours, et qui dit à un moment... d'abord, j'étais là, il dit, viens avec nous, viens boire un coup. Et il voit que j'étais seul, viens boire un coup, donc je viens boire un coup avec eux. Et ces gens-là, c'était tous les gens de Charlie Hebdo, avec Claude Nougaro et quelques potes autour. Et l'idée, c'est... cet ami qui s'appelle Henri Cuinet, qui est malheureusement parti, paix à son âme aussi, et qui dit demain matin, on aura encore des factures, des publicités, mais on n'aura pas de lettres d'amour. Alors moi, je propose un truc, c'est qu'on s'écrive des lettres d'amour. Et pendant 20 ans, on s'est écrit des lettres d'amour. En fait, on a dérapé avec le virage du mail, dans les années 2000. Et là, on ne savait plus si on faisait trop ou pas assez. Et en fait, on est tombé dans le trop pour aller dans le plus rien. Et puis
Voilà, certains sont tombés malades, certains sont morts, voilà, parce que beaucoup plus âgés que moi aussi. Et donc, donc j'ai réellement reçu des lettres d'amour de gens comme Nougaro, comme des gens de Charlie Hebdo, et Harakiri et compagnie. Et j'ai pris conscience que l'écriture pouvait être totalement délirante et d'une vie infinie, d'une vie énorme. C'était tellement incroyable. Alors moi, je lisais ça et je me disais, mais comment je vais répondre à ça ? Comment je vais répondre à ça ? Alors, je travaillais mon écriture, je sollicitais mes dictionnaires, je sollicitais ceux qui avaient déjà écrit des livres avant moi, je piquais des phrases à droite à gauche, je me débrouillais, mais comme ça, j'ai appris à écrire en répondant à des lettres d'amour, en écrivant des lettres d'amour à des potes que je connaissais pas bien en fait, que j'avais rencontrés un soir dans une folie. Et forcément, bon, ça a créé des liens. Avec certains, on s'est vus, on s'est côtoyés, avec d'autres pas. Mais on s'est écrit pendant 20 ans, c'est pas rien quand même. Ah, et donc, pendant 20 ans, je me suis fait ma plume, quelque part. Plume d'ange. Quelle belle chanson, oui. Claude Nougaro, n'est-ce pas ? Voilà. Je crois qu'il était destiné à écrire quelques préfaces aussi. Je pense que c'était un homme qui aimait beaucoup lire, sûrement. Oui. Et quel grand artiste. C'était un poète aussi, c'était un grand poète et puis grand musicien, dans le genre. Un chanteur et un vrai chanteur, avec tout, quoi, parce qu'il avait cette force lyrique et cette force rythmique aussi. Évidemment. Comme on parlait il y a quelques instants de Lolo, notre ami Lolo. Oui, alors Charles Bellanzi, ça a été le batteur qui a été pendant pas mal d'années avec lui, voilà. Avant Nougat York, bien sûr. Avant Nougat York. Bien avant, oui. Oui. J'aimerais te poser aussi quelques questions sur des compositions un peu plus, peut-être personnelles, destinées à des harmonies, destinées à... Voilà. Ah oui. Alors, au début, était le rythme. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Au début, était le rythme. Alors, c'est une belle histoire. Bon, moi, j'ai rencontré des gens comme ça où... des fois pour prof de conservatoire ou prof de ceci ou prof de cela qui me disaient mais les élèves comment est-ce qu'on peut leur apprendre le rythme que ça soit parce que c'est contraignant quand même. Je disais non, ça doit être la vie. Il faut trouver le rythme, c'est la vie, donc il faut trouver par le jeu, par le partage, il faut trouver à enseigner ça. Donc quelquefois j'écrivais des bouts de partition comme ça, en suggérant de travailler ou de pratiquer, parce que je n'avais jamais aimé le mot travailler, comme j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai toujours pratiqué. J'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai pas beaucoup travaillé. Et donc je donnais des partitions comme ça. Et puis un beau jour, je rencontre un type que j'aime bien, qui tient l'harmonie de Cosne-sur-Loire et qui m'invite à écouter l'orchestre d'harmonie de Cosne-sur-Loire. Et j'ai été quand même assez impressionné. Pour des musiciens amateurs, je trouvais ça pas mal. Mais bien sûr, le problème était toujours le même. Le problème, c'était le manque de rigueur rythmique, le manque de précision rythmique. Comment faire travailler cette précision, surtout à des musiciens amateurs qui veulent bien, mais enfin, nous, on est amateurs, quoi. Faut pas nous la faire. On n'est pas des professionnels, on n'est pas obligé de. Donc, voilà. Alors, comment faire ? Et je suggérais à cet ami d'écrire une œuvre qui s'appelait, au début, était le rythme, et dans lequel on pourrait mettre des situations simples, successives, et qui progressent pour faire comprendre rythmiquement que c'est pas si difficile que ça, et que la polyrythmie, c'est pas si difficile que ça. Faut-il que ça soit assimilé phrase par phrase, petit à petit. Hein. Et donc, j'ai écrit, au début était le rythme, qui est une œuvre pour orchestre d'harmonie. Et on a, à un moment,
ce chef d'orchestre a trouvé le budget pour pouvoir enregistrer un disque. Et en enregistrant le disque, on a fait quelques vidéos. Et il y a une vidéo sur YouTube, du reste, que l'on peut voir. Il y a un morceau qui s'appelle « Au début était le rythme », avec l'orchestre, avec l'harmonie de Cosne-sur-Loire. Et voilà, on peut saluer aussi le travail des musiciens amateurs. On peut saluer aussi le travail de ce chef d'orchestre, parce qu'il s'est beaucoup investi pour obtenir un résultat qui est bien sûr qui est un résultat amateur, mais un résultat amateur tout à fait respectable. Bon résultat.
On va finir éventuellement Oui. par une question qui me turlupine, comme on dit. Je sais que tu as joué, évidemment, on a entendu ça dans des interviews, dans le film que tu as. D'ailleurs, tu peux peut-être dire deux mots de ce film que tu as fait avec Monsieur Didier Bergonou. Oui, oui, je vais dire deux mots sur ce film. Il s'appelle Ce n'est pas une vie, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et je vous invite à aller le voir. Voilà. Voilà, allez le voir, c'est gratuit. Et puis, je salue là le travail de Didier Bergounou, parce que c'est un travail de montage. Au-delà de prendre des images c'est une chose, mais faire un vrai travail de montage en tant que cinéaste, c'est vraiment, on peut faire chapeau bas. Et moi, je me reconnais parce que je trouve qu'il est bien monté. En plus, il a fait ça à un moment où moi, j'étais plus ou moins à l'hôpital et plus ou moins j'en sortais. Donc, je salue ce travail et le plus beau cadeau, c'est de le partager. Donc, allez le voir, c'est gratuit. Il faut juste avoir une petite heure pour faire que ça. Parce que c'est un film d'une heure quand même. Voilà. Donc dans ce film, pour en finir, j'ai vu, tu as travaillé évidemment avec énormément d'artistes, mais j'ai cette question donc, qui me turlupine, c'est j'aimerais savoir avec qui aurais-tu aimé travailler et aimé partager donc cette musique, cette belle Ben, il y a des tas de musiciens avec qui j'ai joué et ça n'a pas pu aller plus loin parce qu'il y a les problématiques d'agents, parce qu'il y a les problématiques de tournée, parce que ceci, parce que cela. Il y a un pianiste comme Joachim Kuhn où voilà, on a fait des choses, mais il y a un pianiste allemand qui s'appelle Siegfried Kessler, qui malheureusement était un monsieur dépressif, qui était un pianiste énorme, formidable, mais c'était ingérable, il était pétri par des problèmes d'addiction, d'alcool. J'ai joué avec Jean-François Génie Clark, mais on n'a jamais pu enregistrer un disque. À chaque fois qu'il y a eu un projet, ça a capoté pour des raisons de budget, pour des raisons de tournée, pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de ceci ou de cela. Bon, après, il y a des tas de musiciens américains, bon, forcément, enfin, j'ai jamais caressé l'espoir et souvent je me suis dit, j'aurais bien aimé échanger 3 notes avec Keith Jarrett, Oui. forcément. C'est un musicien qui m'a tellement nourri, c'est un musicien tellement énorme dans l'histoire du jazz, pour moi c'est incroyable, un talent de cette envergure-là. J'ai aussi beaucoup aimé tout son quartet européen. Donc, un jour, j'ai invité le bassiste. Je cherche son nom. Je ne vais pas y arriver. J'aurais beaucoup aimé... Alors, j'ai enregistré avec lui, bien sûr. Richard Bonnat. Non, oui, mais Richard Bonnat, ça c'est l'Afrique, mais ça, on a fait des choses ensemble, hein, on a fait même pas mal de choses ensemble avant qu'il parte aux États-Unis. Et j'aurais aimé faire des choses avec Yann Garbarek, mais ça c'était pas possible parce qu'après c'est des problématiques d'agents, c'est des problématiques de financement, c'était des problématiques qui sont ailleurs. Mais bon, voilà, ça n'a pas été possible. Mais d'une manière générale, j'ai eu l'occasion de jouer beaucoup avec beaucoup de musiciens quand j'étais très jeune, en ayant le bonheur d'être sollicité dans les clubs de jazz. J'ai rencontré beaucoup de musiciens américains qui avaient joué avec Duke Ellington. Et forcément, ça m'a énormément nourri, quoi. Voilà, je rage de ne pas trouver le nom de ce bassiste avec qui j'ai fait Turbulent Silence, le disque Turbulent Silence. Bon, ben voilà, ça veut pas. En tout cas, Suédois. quoi qu'il en soit. Bassiste Écoute, suédois. Bertrand, voilà, on est sur le point de conclure cette interview, mais moi je suis plus que ravi, évidemment, de t'avoir accueilli ici. C'est moi qui te remercie, Yo-Yo. Tu sais à quel point je te suis fidèle et reconnaissant d'avoir eu la chance de te rencontrer. Voilà, c'est grâce à toi si aujourd'hui j'en fais mon métier. Et je trouve que ta carrière, de toutes les manières, a été exemplaire.
et que tu as fait évidemment des belles rencontres et que tu aurais pu en faire d'autres. Mais quoi qu'il en soit, les rencontres que tu as eues ont été magiques. Et voilà, pour moi, elle a été très magique. Voilà. Moi, je suis content du chemin parce que je l'ai dit dans plein d'interviews, il y a des gens qui ont cru que j'étais prétentieux ou ceci et ça. Non, je savais bien ce que je voulais faire et surtout, je savais très très bien ce que je ne voulais pas faire. Voilà. Alors, il m'est arrivé quelquefois de faire ce que je ne voulais pas faire pour des raisons, parce qu'il y avait un hold-up à faire, comme je disais. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'argent à gagner en une semaine pour un disque, pour un chanteur qui nous ennuie tous, mais c'était pour le Japon, donc c'était très bien payé. Donc j'y allais quand même, j'ai fait quelques petites choses comme ça, dont je suis pas fier du tout, mais ça m'a bien dépanné parce que j'ai connu des périodes financières très... C'est pas facile d'avoir une direction bien établie parce que quelquefois ça crée des soucis financiers. Combien de fois des gens m'ont dit mais attends, moi je te propose un projet là, et trucs comme ça, et tu vas jouer avec machin, une musique impossible qui se vendra jamais, avec lequel tu gagneras jamais un rond. Ben oui, mais c'est ça qui m'intéresse et ma vie elle est là et c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai jamais fait de compromis dans ma vie et c'est vrai que à l'heure du bilan ou à l'heure où on se retire, je suis content de ne pas vivre avec des si j'avais su. C'est-à-dire, je savais, et au bout du compte, je savais. Et donc, je suis content de ne pas avoir fait de compromis. Et puis, j'ai rencontré 1000 personnes formidables. Il y a bien sûr des gens qu'on ne rencontre pas, qu'on rencontrera pas, ou peut-être dans une autre vie. Hein. Peut-être on reviendra. Hein. Peut-être on a plusieurs vies. Je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. On peut toujours imaginer. Dans 10 000 ans, on reviendra. Et puis voilà tout. L'histoire continuera. OK. 1000 merci Bertrand. Au revoir. D'être venu. Et merci. À très vite.
entendre en solo, donc dans une improvisation. Nous avons donc abordé le problème de l'improvisation. Julien Pleury, aux cloches. Merci beaucoup.